Government is the problem. The American dream is dead. There is not a liberal America. Make America and a conservative America great again. There is the United States of America. I solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. Ask not what your country can do for you. So help me God. Ask what you can do for your country. Congratulations, Mr. President. Bonjour et bienvenue dans 50 States, un podcast en 50 épisodes, 50 numéros pour parler des 50 États qui forment l'Amérique. Alors que la présidentielle américaine est lancée, on a voulu plonger dans ce pays immense. On ira dans le Colorado, qui est un État, mais aussi un fleuve. On ira dans le Mississippi, qui est un État, mais aussi un fleuve. Mais aujourd'hui, on part dans le Missouri, qui est un État, mais aussi une rivière. Le Missouri, c'est 6 millions d'habitants, une capitale, Jefferson City, et un homme qui a marqué l'histoire de la littérature, Samuel Langhorne Clemens, que vous connaissez forcément, mais sous un autre nom, Mark Twain, le père de Tom Sawyer. Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Dans le Missouri, mesdames, messieurs, soyons fiers d'être français. Un grand nombre de villes portent des noms bien de chez nous. Bonjour. Je peux parler un petit peu de français. Voulez-vous coucher avec moi? Dans le Missouri, en effet, vous trouverez des villes appelées Saint-Joseph, Sainte-Geneviève, Saint-Charles et surtout Saint-Louis, la deuxième plus grande ville du Missouri, 300 000 habitants et un monument connu dans tout le pays, le Gateway Arch, la plus haute arche du monde, 192 mètres de haut qui enjambe le Mississippi et qui symbolise la conquête de l'Ouest. Saint-Louis, version côté obscur, c'est aussi l'une des villes les plus violentes des États-Unis. A shootout at a gas station caught on camera. The driver in the black car suddenly started shooting. Pour lutter contre le crime, le Missouri compte plutôt sur les républicains. Le gouverneur de l'État est républicain, les 2 sénateurs sont républicains. Et quand il faut choisir un candidat pour la Maison-Blanche, depuis 2000, le Missouri vote toujours républicain. Thank you very much, Missouri. You are incredible people. Donald Trump, qu'on vient d'entendre, est né en 1946. Et il se trouve que cette année-là, un certain Winston Churchill se trouve dans le Missouri. Il est invité par l'université Westminster dans la ville de Fulton, et c'est là que le Premier ministre britannique prononcera l'un des discours les plus célèbres de l'histoire. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Pour la toute première fois, Churchill parle d'un Iron Curtain qui s'abat en Europe. Un Iron Curtain, autrement dit, un rideau de fer. Une expression qu'on a tous appris à l'école et qui marque le point de départ de la guerre froide. Mais avant la guerre froide, il y a eu la Seconde Guerre mondiale et là encore, le nom Missouri est important à retenir. La Seconde Guerre mondiale a duré 2194 jours. L'acte de reddition, lui, a duré 23 minutes. Tout se passe le 2 septembre 1945 dans la baie de Tokyo. L'empereur du Japon, Hirohito, a capitulé. La guerre est enfin terminée après 60 millions de morts et 2 bombes nucléaires. Mais il faut encore signer les papiers officiels car la paix, contrairement à la guerre, se signe et se paraphe. Pour l'occasion, il y aura d'un côté le camp des Alliés, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, France, Canada, Australie, Union soviétique, Royaume-Uni, Chine, États-Unis. Et de l'autre côté donc, le Japon, seul, tout seul, car l'Allemagne a déjà capitulé au mois de mai. Il faut signer donc, mais l'empereur du Japon ne se déplacera pas. Il envoie à sa place son ministre des Affaires étrangères, Mamoru Shigemitsu. Costume noir impeccable, chemise blanche, gants blancs, chapeau haute forme, fines lunettes. Wow.
c'est lui qui signera l'acte de capitulation, un moment historique qui va se passer sur un bâtiment militaire. Dans la baie de Tokyo, les États-Unis ont envoyé un monstre d'acier de 58 000 tonnes, un navire de guerre avec des canons dans tous les sens et près de 2000 hommes à bord. C'est l'USS Missouri. Cameramen and reporters of many countries record this historic moment as United Nations military leaders crowd aboard the Missouri and examine souvenir cards bearing the Japanese flag, special mementos of the occasion. Au moment où le Japon signe et capitule, le président des États-Unis est à la Maison-Blanche, entouré de ses conseillers et des journalistes. C'est donc lui qui annonce officiellement la fin de la guerre. Ce président des États-Unis, c'est Harry Truman, 33e président d'Amérique. Il est né dans le Missouri, il est mort dans le Missouri, et c'est lui donc qui a envoyé l'USS Missouri dans la baie de Tokyo pour que le Japon signe la fin de la guerre. Finally. La fin de la guerre aura donc fait entrer un navire et le nom d'un État dans l'histoire du monde. Pour parler du Missouri, il faut le reconnaître, on n'a pas trouvé 50 interlocuteurs. Mais c'est pas grave, parce qu'on a trouvé le bon. On a donc invité Corentin Célin, grand spécialiste des États-Unis, grand connaisseur de la politique US, et qui pour ses études a dû vivre dans le Missouri. Avouons-le, ça tombe bien. Bonjour 50 States, je suis Corentin Célin, professeur d'histoire en classe préparatoire et chroniqueur en politique américaine pour lesjours.fr. Aujourd'hui, on va donc parler du Missouri. Dans quelles conditions est-ce que vous êtes retrouvé à aller dans le Missouri, qui n'est pas l'État auquel on pense spontanément quand on est français et on se dit on va aller aux États-Unis ? En fait, à l'été 2001, je dois faire un séjour de recherche pour mon Master 2. Et comme je voulais travailler pour mon sujet sur des archives présidentielles américaines, je devais travailler sur les archives de la présidence Truman. Or, Harry Truman était du Missouri. Il était d'une ville qui était petite à son époque, qui l'est moins maintenant, qui s'appelle Independence. Donc je vais à la bibliothèque présidentielle et déjà les gens, et je les découvre à ce moment-là, je ne suis jamais allé dans le Midwest, les gens sont très différents de New York. Autant New York ça ne m'avait pas dépaysé par rapport à Paris où j'habitais à l'époque, et autant les gens m'apparaissent immédiatement à la bibliothèque dès le premier jour, très accueillants, très chaleureux. En plus, étrangement, ce qui n'est pas toujours le cas, ils sont très contents qu'un Français vienne les voir. Les gens qui travaillent à la bibliothèque présidentielle, donc les archivistes me disent « Ah, vous êtes venu, je crois que vous êtes le 2e Français en 20 ans, etc. » Bon, je suis très content, et vraiment extrêmement sympathique, toujours prêt à vous rendre service et avec une qualité de service pour les archives incroyable. Évidemment, le week-end, alors dans mon souvenir, les archives étaient ouvertes le samedi, mais pas le dimanche. Donc le dimanche, je pouvais aller me balader, etc. Et ils me proposent des choses. Sauf que, évidemment, là aussi, choc des cultures. Ils me proposent pas du tout... c'est pas comme à New York, c'est pas la visite de Times Square, les cinémas, etc. Ils me disent... 2e, 3e repas, ils me testent un peu, ils attendent de voir. Ils me disent... Vous vous intéressez à la religion ? Vous aimez les églises ? Donc voilà. Et moi je dis, vous savez, la France, alors j'essaie de commencer à leur expliquer le concept de laïcité, je sens que là je les touche pas du tout. Ils s'en foutent complètement et ils commencent à m'expliquer à quel point c'est très important la religion, que c'est très important dans cet endroit-là du Missouri. Et effectivement, je ne savais pas, parce que je bats ma culpe, je m'étais pas trop intéressé. Pour moi j'allais à la bibliothèque présidentielle, le Missouri, bon... Et je m'aperçois qu'en particulier, le Missouri, et cet endroit précis du Missouri, a un rôle très important dans l'histoire de l'église mormone. En fait, Independence serait l'équivalent de Sion en Israël pour les Mormons, si je fais vite. Bon. Et ils me disent, il faut absolument que vous veniez visiter les églises. Et donc, je me retrouve un dimanche à assister à un office, et effectivement, je m'aperçois, alors, si j'ai bien compris, parce que qu'une branche dissidente des Mormons a fait construire un temple géant, une église géante, en plein milieu d'Independence, mais extrêmement moderne. En fait, elle avait une dizaine d'années, j'ai pas vérifié à l'époque, mais qui est comme une espèce de gigantesque temple au milieu des carrefours urbains. Et je me retrouve là-dedans, et je fais oui, je vais rester au fond, etc. Et en même temps, donc je ne veux pas vexer, et je m'aperçois effectivement qu'il y a des églises partout, en dehors même de ce temple, et que leur vie
Et la vie de tous les gens que je côtoie au quotidien pour le travail est vraiment rythmée par la religion. Alors vous dites que leur vie est rythmée par la religion, il y a une autre religion aux États-Unis évidemment, c'est le sport et notamment le foot américain. Je crois que vous avez eu des places pour des matchs et je crois que ce que vous avez aimé c'est pas forcément le match justement mais ce qu'il y a juste avant. Avant le match, ils font des parties, des fêtes sur le parking du stade où ils font des barbecues géants. Et ils bouffent encore de la viande sans arrêt. Et encore des kilos en plus. Voilà, mais je me dis, mais ils sont dingues. Et ça mange pendant des heures du barbecue sur le truc du stade. Et en fait, on comprend que le match n'est qu'un prétexte pour retrouver ce lien communautaire. Et je vais dire, c'est quelque chose qui paraîtra pas sympa, mais au bout d'un mois à la bibliothèque présidentielle, à la fin, je suis presque à leur dire, à la jouer vraiment solo, parce que ce que je trouvais, cette prévenance que je trouvais charmante au début et très sympathique, etc., à la fin, elle m'oppresse. C'est-à-dire que alors, comment ça va bien ? Vous voulez quelque chose ? Encore un pancake mais vous reprendrez bien un rib de porc. Là, au début, on trouve ça vraiment super sympa. Vraiment, c'est lâchez-moi la grappe, un peu. Voilà. Et ils ont vraiment... Et par contre, à New York... Franchement, j'avais pas du tout vécu ça. À New York, on vit comme à Paris, c'est individualiste, etc. Et là, c'est vraiment l'omniprésence du groupe, de la communauté et des rituels communautaires. C'est vraiment quelque chose de très impressionnant. À ce moment-là du podcast, on en sait un peu plus sur le Missouri qui reste, pour tout le monde, un État plutôt discret. Politiquement, il est discret. Médiatiquement, il est discret. Économiquement, il est dans la moyenne. Depuis 2010, ceci dit, il y a une entreprise qui mise pas mal sur le Missouri, c'est Amazon, qui investit des millions et crée des jobs par centaines. Et à vrai dire, ce n'est pas si étonnant que ça qu'Amazon s'intéresse au Missouri. Après tout, le Missouri et la livraison de courrier ou de colis, c'est une longue histoire, une histoire passionnante. Depuis qu'Amazon existe, on a tendance à l'oublier, mais en 1840, si vous vouliez envoyer une lettre ou un colis depuis New York jusqu'à Los Angeles, il fallait pas être pressé, ça pouvait prendre 1 mois minimum. Et oui, la diligence c'était pratique, efficace, mais terriblement lent. En plus, avec les bandits partout sur la route, c'était pas hyper safe. Alors 3 hommes ont eu une idée, mettre en place un service de distribution rapide du courrier. Ils ont déjà le nom, on l'appellera le Pony Express. Et le principe est assez simple. Choisir des cavaliers, acheter des chevaux qui courent vite, des Mustangs par exemple, et installer tout au long de la route jusqu'en Californie des sortes de cabanes qui serviront de point relais. Et voici le pitch. Un cavalier part d'un point A, il galope le plus vite possible jusqu'au point B, où l'attend un autre cheval en pleine forme. Le postier du Pony Express saute, laisse sa monture, grimpe sur le nouveau cheval et direction le prochain point relais, où là aussi, un cheval rugissant l'attendra. Et ainsi de suite. Le Pony Express installe ainsi 160 points de relais, achète 400 chevaux et recrute 120 cavaliers. Des cavaliers qui doivent prêter serment sur la Bible, le serment du Pony Express. Je jure de ne pas boire d'alcool, je jure de ne pas me mêler à des bagarres dans les saloons. En résumé, je jure de ne pas faire de bêtises au Pony Express. On se tient bien et on bosse. Sir, yes, sir! La première course du Pony Express a lieu le 3 avril 1860. Dans leur sacoche, les cavaliers doivent apporter une lettre du président James Buchanan au gouverneur de Californie. Et le point de départ du Pony Express, c'est Saint-Joseph, dans le Missouri, là où les 3 hommes ont eu l'idée de ce service postal. Et pour aller de Saint-Joseph dans le Missouri à Sacramento en Californie, les cavaliers vont mettre 10 jours, 7 heures et 45 minutes. Wow! Record absolu. Énorme fête sur place, c'est fantastique, mais le problème c'est que 2 ans plus tard, on va inventer le télégraphe. Shit! Et le Pony Express va disparaître. Are you serious? Mais il reste à tout jamais dans la légende des États-Unis et dans celle du Missouri.
À l'époque où le Pony Express apparaît puis disparaît rapidement, le Missouri compte un peu plus d'1 million d'habitants. Et parmi eux, il y a beaucoup d'Allemands qui sont venus s'installer ici, notamment parce qu'en Allemagne, des écrivains qui reviennent d'Amérique parlent du Missouri comme de la Rhénanie américaine. Alors pour les candidats au départ, le Missouri devient une destination rassurante. Voici donc des Allemands par milliers qui débarquent avec leur accent. Hello, this is Daniel speaking and I love to eat bratwurst. Leurs valises et leurs compétences, parmi lesquelles la fabrique de la bière. Oh yeah! Oui, un certain nombre de brasseurs ont traversé l'Atlantique et s'installent à Saint-Louis, Missouri. C'est le cas notamment d'Eberhard Anheuser, qui rachète une petite brasserie et se lance dans le business avec son gendre. Ensemble, ils vont fabriquer une bière blonde avec un taux d'alcool très faible. Pour le nom, ils vont s'inspirer d'une ville de République tchèque, connue pour brasser de la bière depuis le XIIIe siècle. En tchèque, la ville s'appelle Budějovice. En allemand, on dit Budweiss. Et c'est ainsi que leur bière s'appellera Budweiser. Open a Budweiser and pour yourself the most inviting glass of beer you've ever tasted. Problème, une marque tchèque va elle aussi développer sa propre bière avec le même nom. Résultat, depuis un siècle, les deux marques se balancent procès sur procès pour savoir à qui appartient vraiment le nom Budweiser. Les procès ont lieu pays par pays, chacun enregistre des victoires et des défaites. Seule certitude, aux États-Unis, Budweiser, c'est une institution. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les troupes US reçoivent des caisses de bière, la marque joue à fond la carte patriotique. Même le président Roosevelt reçoit ses bouteilles à la Maison-Blanche. Après-guerre, la Bud devient l'un des symboles de l'expansionnisme américain, mais aussi de l'American Way of Life. Les publicités installent l'image de la Bud comme la bière du peuple, et une publicité va marquer les esprits. Nous sommes en 1999. What's up with you? Nothing. Watching the game, having a bud. True. Yo, who's that? Yo, pick up the phone. Hello? What's that? What's that? Des publicités qui cartonnent, des ventes qui explosent et les dollars qui rentrent dans les caisses de l'entreprise du Missouri. Budweiser, une entreprise puissante, à tel point qu'elle n'échappe pas à la politique. En 2023, l'entreprise décide de faire un partenariat avec Dylan Mulvaney, une personnalité transgenre hyper populaire sur TikTok. This month I celebrated my day 365 of womanhood, and Bud Light sent me possibly the best gift ever, a can with my face on it. Love ya! Cheers! Conséquence immédiate, des conservateurs américains lancent le boycott de la marque, emmené notamment par Kid Rock, un chanteur très copain avec Donald Trump, qui va poster une vidéo dans laquelle il utilise son fusil mitrailleur pour pulvériser des canettes de Budweiser. Fuck Bud Light. Have a terrific day. Dans les jours qui suivent, les ventes de Bud s'effondrent. En bourse, l'entreprise perd 5 milliards de dollars. Dans le Missouri, l'affaire prend une ampleur politique parce que Budweiser, dans le Missouri, c'est quand même 65 000 emplois directs ou indirects. Immédiatement, un sénateur va sonner la révolte, le républicain Josh Hawley. Dans la presse, il déplore que Budweiser soit devenu totalement woke et que les choix de la direction mettent en péril l'économie de l'entreprise et donc par conséquent de l'État du Missouri. Budweiser finira par s'excuser auprès de son public. La personnalité transgenre, elle, se sentira lâchée par la compagnie. Quant au sénateur républicain Josh Hawley, forcément, il a le sourire. Tonight, the good Lord and the people of Missouri have given us the victory. We've won. Josh Hawley, un sacré personnage, une illustration parfaite de la droitisation des républicains en Amérique. Sénateur du Missouri depuis 2019, il fait beaucoup parler de lui le 6 janvier 2021, le jour où des partisans de Trump envahissent le Capitole, le pilier de la démocratie US. Quelques minutes avant l'assaut, Josh Hawley est filmé en train de lever le poing en direction des manifestants en mode
« Allez les gars, je suis avec vous, je vous soutiens !» Et quelques minutes plus tard, les caméras de vidéosurveillance le montrent en train de fuir le Capitole en grosse panique. Il devient la risée des médias et des démocrates. Mais il ne se démonte pas et surtout, il continue de supporter Donald Trump. When I think about President Trump, there's one word that comes to mind. That word is courage. Do you agree? Pour lui, aucun doute, Joe Biden a volé l'élection de 2020 et il faut que Trump reprenne le pouvoir en 2024. Donald Trump peut donc compter sur Josh Hawley pour gagner le Missouri, mais il ne suffira pas de remporter le Missouri pour gagner la Maison-Blanche. Les États-Unis, c'est 50 États que vous pourrez bientôt découvrir dans un nouveau numéro de 50 States.